Bonjour à tous et à toutes. On vient de le dire, on se répète, mais on radote. Voilà, va falloir s'habituer, c'est comme ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre podcast qui est né d'une idée suite à un cours que l'on a à la fac. Donc, on est étudiante en information et communication à la Sorbonne Nouvelle et on suit un cours de culture générale. Sauf que ce cours, l'enseignement dans ce cours, ça dépend en fait de l'intervenant qu'on a. Et nous, du coup, on a eu la chance d'avoir une intervenante qui travaillait sur les violences sexistes et sexuelles. Et on avait pour mission, pour avoir une note à la fin de ce semestre, de réaliser donc un produit culturel qui évoquait ces thèmes-là. Et nous, par hasard, simultanément, parallèlement à cette période, on a un livre qui nous est tombé dans les mains, qui s'appelle L'Indésir, et qui est donc écrit par Joséphine Tassi, et paru en 2023. Et en fait, ce livre, donc vous allez en savoir un peu plus au cours de ce podcast, et on va vous le résumer par la suite. Mais même si le thème principal, ça va pas être les violences sexistes et sexuelles, on pensait que c'était un terrain hyper propice à traiter ces thèmes parce qu'ils sont sous-jacents, très présents. Et donc c'est pour ça que on va traiter ce livre aujourd'hui. Et aussi, si vous aimez bien cet épisode, on a pour but de continuer ce projet de podcast et en fait de à chaque fois traiter donc un produit culturel. Donc là en l'occurrence c'est un livre, mais ça pourrait être un film, une pièce de théâtre, n'importe quoi. Et essayer du coup d'en tirer un peu des réflexions un peu plus larges, d'aller approfondir certains détails qui nous ont particulièrement marqués. Et donc c'est parti pour l'Indésir. Ce matin, je me suis réveillée avec une impression d'hier. Nouria, c'est l'héroïne de mon roman, et cette phrase qu'elle prononce en se réveillant après une nuit qu'elle a passée en boîte de nuit, où elle a rencontré un type qui a dormi sur son canapé. Elle se souvient qu'en rentrant de boîte avec cet inconnu, elle reçoit un coup de téléphone, et ce coup de téléphone lui apprend que sa mère vient de mourir, et qu'elle ne ressent pas grand-chose. C'est ce qui va déclencher le mouvement du roman, puisque Nouria a l'occasion d'aller à l'enterrement de sa mère. Et comme elle n'a pas du tout envie d'être seule, qu'elle se sent un peu obligée d'assister à cet enterrement, elle emmène ce type qui a dormi sur son canapé. Ils vont à l'enterrement et Nouria, qui s'était imaginé quelque chose d'assez sombre autour de cette femme qui n'a pas su aimer sa propre fille, qui n'a pas su élever sa propre fille, s'aperçoit que les gens qui l'ont aimée en parlent comme quelqu'un de très émouvant, de très touchant, de très important. Et les discours sont pleins d'amour, pleins de larmes. Nouria, accompagnée d'Abel, va rencontrer les amis de sa mère, les amants de sa mère. Nouria, c'est une jeune femme qui a un rapport assez distant à l'existence et cette distance est révélée par ce qui lui arrive. Merci beaucoup Joséphine, Merci, c'était Joséphine. très clair, très concis. Et donc ce petit résumé, ça vous permet un peu de vous mettre dans le bain, de comprendre un peu de quoi on parle. Et nous, on a décidé d'avoir 3 angles d'attaque, 3 axes d'études pour ce podcast. Donc tout d'abord, on va évoquer la socialisation féminine dans le roman de tous les personnages du coup féminins. Et aussi la déconstruction de cette socialisation. Ensuite, on va traiter de la différence entre le désir intellectuel et physique à partir d'une relation récurrente dans le livre, donc entre Abel et Nouria. Que Joséphine Tassi a présenté. Joséphine, voilà, on est intime. On se permet. Et notre troisième et dernière partie, ça sera du coup sur l'indésir, qui est une notion assez floue et qui rentre parfaitement dans notre champ d'étude des violences sexistes et sexuelles et qui permet en fait de donner un nouveau point de vue sur ce sujet-là. Limite un peu philosophique. Ouais, des petites approches un petit peu du ciboulot, quoi. Et donc, on commence avec la socialisation féminine. Donc, tout d'abord, on va parler en fait de certains moments du livre qui vont ensuite nous permettre de tirer des conclusions et d'élargir. Donc, il y a un épisode où Nouria va rencontrer en fait un homme qui a été important dans la vie de sa mère, qui s'appelle Garcin. Et pour vous faire le topo, c'est un peu un mec blanc, riche, qui est dans le monde de l'art et qui en fait jouit de sa position d'homme blanc, d'homme riche, d'homme tout simplement. D'homme tout court, quoi. Le vieux pervers. Voilà, le vieux pervers, si on pourrait faire un petit post-it, mais bon, après c'est un peu plus complexe, on va voir qu'il y a d'autres choses dans sa personnalité, mais là, en l'occurrence, dans cette séquence, c'est ce qui est prégnant. Et donc, elle va rencontrer ce monsieur,
Et ce monsieur va se permettre de lui mettre la main sur la cuisse, quoi, de manière très fluide. Et très détendue. Et très détendue. Et en fait, là, on va s'intéresser à la réaction que Nouria va avoir. Donc déjà, il faut savoir que elle-même, elle est très consciente. Et en fait, comme le livre est écrit à la première personne, on est directement dans son cerveau. Donc on comprend ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Et il s'avère qu'en fait, elle ne va pas retirer sa cuisse. Et elle va rester, on va dire, assez passive face à cette action. Puisqu'elle-même, elle va dire « J'ai appris à ne pas m'énerver, les jeunes filles ne s'énervent pas ». Donc en fait, elle fait un calcul mental assez rapide qui fait que elle évalue la situation, elle se dit que cet homme est plus fort qu'elle déjà physiquement, et même elle se dit qu'elle a plus de risques en fait de réagir, qu'il y aurait plus de répercussions que de, entre guillemets, se taire et endurer ça pendant quelques instants. Et en fait ça c'est, il y a eu des études sur mon café qui fait du bruit. Mais du coup, il y a eu des études sur notre façon de nous comporter. Et en fait, face à une situation, souvent, il y a deux étapes de réflexion. Donc, soit on va être dans l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on va pas réfléchir vraiment à ce qui est en train de se passer et juste directement réagir. Soit après, on entame une phase de réflexion où là, on va avoir toutes les composantes qui vont nous permettre d'évaluer la situation et d'agir en conséquence. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Nouria, du coup, elle est dans une instantanéité parce qu'elle choisit très rapidement, elle fait un calcul pour-contre de ne pas réagir et de rester là. Et elle va même, en fait, aller plus loin et elle va se muter dans une sorte de déni de la situation parce qu'elle va chercher une solution pour apaiser ce mal-être, en fait, enfin, ce malaise face à cette main sur sa cuisse. Cette cuisse, la cuisse, pardonnez-moi. En fait, ce qu'elle va dire, c'est que on lui a appris dans son éducation à mettre en place des petits mécanismes. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas fait exprès, c'est pas grave et c'est pas sa faute. Et là, c'est-à-dire qu'elle va en fait se mettre en tête que Garcin, on lui a jamais appris que c'était pas ok de mettre la main sur la cuisse des femmes. Et qu'en fait, il était conditionné pour toucher ce qu'il veut quand il veut. Et donc, elle va partir du principe que, du coup, si il le fait, c'est pas sa faute parce que du coup, on lui a pas appris, et que du coup, c'est pas si grave. Et en fait, ce petit mensonge personnel à elle va lui permettre, en fait, tout simplement d'endurer la situation et de l'excuser. Sauf que, donc, 2 minutes après, il y a du coup le personnage d'Abel qui va rentrer dans la salle où ils étaient. Et là, d'un coup, en fait, il y a la deuxième phase donc, de réflexion qui va se mettre en tête et pas les mécanismes de défense qu'elle a pu jusqu'ici du coup appliquer à la situation. Et donc là, elle va tout de suite se rendre compte qu'en fait, elle enlève sa cuisse directement. Dès qu'il y a en fait un personnage, un regard nouveau qui va arriver dans la pièce, ça va lui permettre, elle, de se remettre au jus de ce qui se passe, d'avoir un point de vue extérieur. Et là, elle se rend compte qu'en fait, sa première réaction, entre guillemets, elle était un peu naïve parce qu'elle aurait pu très facilement se libérer de cette enceinte juste en se déplaçant, en bougeant sa fesse de 3 mm. Et donc voilà, donc ça c'est un premier pas, une première scène qui déjà nous met un peu dans un rapport que Nouria va avoir avec les hommes et qui nous parle aussi de la socialisation et de la façon dont les femmes sont amenées à traiter les situations qu'elles rencontrent d'oppression. Même les micro-agressions en fait. Les micro-agressions, le rapport du toucher, le rapport du corps, etc. qu'on va révoquer plus tard. Et donc ça nous amène à parler d'une deuxième scène où Nouria va rencontrer son oncle et la femme de son oncle. Et dans la conversation, il va révéler à Nouria qu'il y a une forme de malédiction dans sa famille, et essentiellement chez les femmes, qui vont donc se suicider. Sa mère s'est suicidée, sa grand-mère s'est suicidée. Et Joséphine Tassi voulait donc dénoncer la société, de parler d'un système où les hommes dominent les femmes et en fait juste l'évoquer ne va pas convenir pour convaincre les gens qui sont persuadés que la société n'est plus comme ça, que la société a évolué. Et donc ce qu'elle a essayé d'entreprendre, c'est de donc instaurer une malédiction dans cette famille, et ça va nous pousser à nous poser la question de pourquoi elle se suicide, et ça va nous permettre de comprendre qu'en fait ces femmes elles étaient dans une souffrance, elles cherchent à dire que même si on a l'impression que les choses changent, évoluent, etc., il y a quand même une reproduction, des schémas qui se reproduisent, et ça en fait, plus que par exemple les témoignages c'est très important, des gens qui vont dire ouais ça a changé, voilà, moi je vois que les gens changent avec moi, etc. Le fait que ça soit récurrent,
Ça prouve que ça n'a pas tellement changé, même s'il y a des choses qui évoluent, etc. Il y a des lois, il y a des trucs qui passent. En fait, sur l'expérience, ça prouve que ça n'a pas changé. Et cette malédiction, c'est un peu un schéma, quoi. C'est un schéma et c'est une métaphore. Et on se pose aussi la question de pourquoi le corps des femmes, c'est un sujet aussi important dans la société. Ça l'a toujours été. Et il y a un passage qui est hyper marquant, que je vais vous retrouver, où en fait Nouria va évoquer sa découverte du corps féminin quand elle va avoir du coup sa puberté, enfin en l'occurrence quand ses seins vont pousser. En fait, elle va se sentir aliénée par ce nouveau corps, se sentir trahie par un corps qu'elle pensait être le sien, jusqu'à qu'elle découvre en fait qu'il était celui des autres par le regard qu'on va porter sur ce nouveau corps. Je te parlerai de mon corps étranger que j'ai rencontré pour la première fois à 12 ans. Ni coup de foudre, ni désamour. Stupeur d'avoir ce que je croyais être un corps. Les mains hésitent sur les monticules graisseux et découvrent que ces seins qu'elle touche lui appartiennent, et comprennent que ce n'est qu'en les touchant qu'elle les connaît. Un jour, j'ai caressé mes seins naissants et j'ai douté de tout. Mon corps m'avait trahi, il avait rompu notre unité. Désormais, je n'étais plus un corps, j'avais un corps. Donc cet extrait, ça nous permet de voir que Nouria elle-même, elle est consciente de l'objectification qu'elle peut subir par le regard des autres et qu'en fait elle a dû apprendre, donc là en l'occurrence elle avait 12 ans donc c'est très jeune, apprendre à gérer en fait avec cette distance. Ouais, cette distance que tu peux entretenir avec ton corps qui, quand t'es enfant, t'as un rapport hyper naïf à ton corps qui en fait te permet juste de vivre et de jouer, de faire des petites galipettes, de jouer à le touche-touche, de manger, tout ça. Elle se rend compte que son corps peut devenir, outre un objet de vie quotidienne, il peut devenir un objet tout court, ouais. Un objet tout court à la vue de tous, et qui n'aurait donc plus pour fonction de en fait subvenir à ses besoins, mais subvenir aux besoins des autres. Et des hommes en l'occurrence. Et donc suite à ça, on peut peut-être aborder deux autres extraits qui vont aborder la socialisation des femmes pendant la même discussion qu'elle va avoir avec son oncle et la femme de son oncle. La femme de son oncle va évoquer les cheveux de sa mère, qui d'ailleurs n'a pas de prénom. Oui, on ne sait jamais comment elle s'appelle. Donc on va vraiment l'appeler sa mère tout le long. Et c'est pas une insulte, ne t'inquiétez pas. Et elle va préciser qu'ils sont toujours nattés. Et que son père d'ailleurs aime les voir de cette manière et que c'est un truc C'était une volonté en fait de son père d'avoir l'image de la petite fille sage avec les tresses, toujours très propre sur elle. Fifi brin d'acier. Et même, voilà exactement, Fifi et Fifi. Et aussi on va évoquer qu'elle a une image très lisse, limite un peu angélique, etc. Angélique, ouais, divin, et sage. pas colgi que dans les prix. Et Nouria va donc dire on a toujours trouvé bizarre qu'on déguise les filles en poupées. J'ai toujours trouvé bizarre qu'on déguise les jeunes filles en poupées. Donc en gros, elle trouve ça bizarre, quoi. Et ce qui fait que si elle trouve ça bizarre, c'est que nous aussi on trouve ça bizarre. Et qu'en fait, la poupée, les anges, etc. et tout ce qui est très en fait prude, c'est une image déjà qu'on va imposer à la femme dès le plus jeune âge. Mais en fait, ensuite, on va lui imposer de ne pas se détacher cette image. Et parallèlement, en fait, c'est assez contradictoire parce qu'on va justement vouloir une femme sexualisée, libre, etc. Et en même temps, un peu le cliché de la femme qui se respecte. Et aujourd'hui, en fait, qui est hyper recrudescent avec genre toutes les expressions body count, etc. Ça reprend cette ambivalence, en fait, du désir de l'homme d'avoir une femme qui est à la fois sexy et un peu caliente, un peu aguicheuse, et en même temps d'avoir sa petite femme, l'image d'une fille très prude, etc. Voilà, c'est ça, que pour moi. Donc voilà, donc ça, on trouvait que ça reprend, en fait, ça reprend des thèmes qui nous parlent énormément et qui sont omniprésents. Pas que dans ce livre, mais en fait dans les médias, dans tous les produits culturels qu'on va croiser en fait. Et encore aujourd'hui. Pas trop fatigué la team ? Parce que ça continue encore un peu. Tout le long du livre, on va donc aussi évoquer la socialisation de la mère de Nouria, et au fil du temps, on commence à comprendre que l'autrice dresse un portrait de la mère de Nouria de monstre par hasard.
elle veut pas le mal qu'elle cause, mais elle en cause quand même, notamment à Nouria. Elle a vécu plein de choses, elle aime faire la fête. Joséphine Tassi, dans une interview, dit que le fait de choisir un personnage de femme m'a permis de ne pas tomber dans l'archétype du père démissionnaire. Et en fait, avec un personnage de femme, la question naît pourquoi et comment on peut faire un enfant et ne pas s'en occuper. Et donc là, on a toute la question de la maternité, pardon, pas de la maturité, de la maternité qui vient et de la femme, l'instinct maternel, Oui. comment une femme peut faire ça alors que si Ça aurait pas avait été un père, évoqué si ça avait été son père franchement, qui était absent. on se serait beaucoup moins attardé sur le pourquoi. Et là, en l'occurrence, en plus, son père est absent parce que son père est mort Oui. dans un accident de voiture. Donc c'est-à-dire qu'elle a ni père ni mère, mais le père, la relation de l'enfance de Nouria à son père, c'est que des souvenirs un peu limite, flous, mais un peu mielleux, etc. Et il n'y a pas du tout de question justement de ce père qui du coup a été absent par la mort qui lui a été... Enfin, il s'est pas donné la mort, du coup c'est une mort qui est brusque, etc. Donc on sait pas comment il aurait réagi s'il était resté dans sa vie. Mais le fait est que en fait, le rapport du père à la fille est très très peu traité et qu'en fait c'est la maternité, la question de est-ce que... L'amour mère-fille. L'amour mère-fille, est-ce que c'est quelque chose de naturel, etc. Et ça c'est hyper intéressant. Tout à l'heure on a parlé de la socialisation d'une femme qui joue de ses charmes, d'une femme qui est un petit peu aguicheuse, etc. Et il y a un personnage dans le roman qui s'appelle donc Salomé, qui est une amie très intime de la mère de Nouria, voire une amie... Une amie plus. Copain-copine, s'il y a moyen, on se lapine. Oh, lapine, c'est lapine. très drôle. Et donc, en fait, cette femme va être un peu l'archétype d'une personne qui a donc absorbé sa socialisation et a décidé d'en jouer. Jouer de ses charmes, certes, mais pour se libérer. Et d'ailleurs, l'autrice va faire des post-it. On a parlé du post-it, on a parlé du vieux pervers, c'est pour ça que je disais ça avant. En fait, Joséphine Tassi va, à la construction de son livre et de son histoire, elle va élaborer des post-it pour chacun des personnages, pour avoir une vague idée de ce qu'elle voulait faire ressentir en premier lieu. Et donc, Salomé, ça va être la femme fatale. Et quand Nouria la rencontre, c'est un peu un jeu entre une femme attirante, donc le feu, un rayon de soleil, et à la fois, en elle, elle reconnaît toutes les caractéristiques d'une femme hyper genrée, mais qui va s'en servir, et elle en joue avec les hommes. Et même que... et même que moi, j'ai envie de dire quelque chose. Salomé, si on peut résumer, donc là on l'a dit beaucoup de fois, mais il faut toujours un petit peu revenir pour que ça rentre dans le cerveau, quoi. Mais donc Salomé, c'est un peu l'archétype de la femme fatale, elle est fière de ce qu'elle est, et en fait surtout elle a su tirer, entre guillemets et entre gros guillemets, profit du regard des hommes, du regard qu'on lui imposait pour en fait se réapproprier donc son corps, sa vie, etc. Et en fait elle est ultra consciente de sa position de femme, les avantages entre gros guillemets, encore une fois, vous voyez pas mais je fais des petits lapins là, mais qu'elle peut tirer donc de ce statut. Et en fait elle en a usé pour arriver là où elle voulait dans la vie. Donc là en l'occurrence elle est danseuse, elle a une situation stable, financière, etc. Dans un petit théâtre caché sous un petit parisien, un peu bobo, ouais. voilà. Et si on continue sur la socialisation des femmes et sur les personnages féminins, on peut pas ne pas évoquer Nouria. Et donc Nouria, on l'a dit, c'était donc le personnage principal. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est que c'est un personnage qui va avoir beaucoup de caractéristiques qu'on va normalement un peu affilier, je sais pas si c'est le bon mot. Si, affilié. Affilié aux hommes. Allons-y. Et donc Nouria, elle a un caractère qui est très passif, qu'on va pas du coup attribuer en général aux femmes parce qu'elles sont jugées un peu émotives. Et elles sont jugées un peu d'ailleurs très émotives. Et d'ailleurs, elle fait souvent dans le roman référence à des sentiments qu'elle serait censée ressentir face à une situation en utilisant l'impératif. Par exemple, elle va dire mais non, prank, elle va dire il faudrait que je sois triste, il faudrait là que je souris, etc., etc. Et donc, en fait, ça prouve qu'elle a un certain détachement face à toutes les situations qu'elle va rencontrer.
Ce qui d'ailleurs va parfois être assez déstabilisant pour les personnages en fait qui vont, et les lecteurs en fait, mais aussi les personnages qui vont l'accompagner. Bah, par exemple, Abel au début va pas vraiment comprendre, c'est un peu une énigme, en fait elle est très énigmatique. Ouais, clairement, elle est très contradictoire. Et même quand on. Enfin, toi, tu l'as relu 2 fois le roman, Ouais. il y a des On fois. n'a toujours pas tout compris dans sa tête, mais C'est ça. en tout cas, le fait est que c'est un personnage du coup qui est hyper intéressant parce qu'il rentre pas justement dans Dans les cases en fait. les cases. Et c'est pour ça que c'est assez déstabilisant, intéressant, on a envie un peu d'aller creuser, comme elle-même elle est en train de creuser sur sa mère et sur elle-même du coup indirectement. Et aussi le personnage de Nouria du coup c'est quelqu'un, donc il faut savoir que la temporalité du roman c'est 2 jours, donc c'est Continue. continu, c'est 2 jours continus, mais du coup c'est un temps qui est hyper restreint et en fait on se rend compte que Nouria elle vit le moment présent. C'est-à-dire que souvent on a un peu le mantra Voilà. live in the moment, vis ta vie, on va la vivre cette vie. Et en fait Nouria elle est dans ça. Elle est dans le délire, elle vit le présent, mais avec une connotation assez péjorative parce qu'en fait, elle va pas s'intéresser au passé, elle va un peu omettre le passé, donc tout ce qui est douloureux, donc notamment là, le rapport à sa mère, et elle va pas en fait se projeter dans le futur. Donc c'est-à-dire que cette temporalité présente, c'est pas un choix, mais c'est quelque chose qui s'impose à elle, et en fait, sans comprendre son passé et sans se projeter dans le futur, elle peut pas justement vivre le moment présent au sens qu'on entend profiter en fait de ce moment-là. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais avant, de le fait de. On impose des réactions plus aux femmes quand même. Et en plus, là, comme elle vit quand même une période qui est censée être dure émotivement. Émotionnellement. En fait, Nouria, elle assume de ne pas aimer comme il faut, elle assume de ne pas être triste comme il faut, d'être indifférente, de ne pas être douce comme toutes les filles. Et en fait, elle incarne des comportements qu'on voit plus souvent dans notre génération que celles qui les ont précédées, qui l'ont précédée. Donc là déjà ça prouve, on disait tout à l'heure, l'évolution de la socialisation, C'est ça. où est-ce qu'on en est maintenant, et en fait là on se rend compte qu'il y a quand même, et Joséphine Tassi en fait je pense qu'elle avait aussi envie de représenter, parce que elle bah du coup c'est une femme qui est née, enfin elle doit avoir la trentaine, C'est ça. on vous pourra pas vous dire sa date de naissance, mais si ça vous intéresse allez chercher. Mais en fait elle a envie aussi de parler de sa génération, de qui elle est, et en fait même Nouria elle va dire que oui c'est vrai, donc que dans sa génération on peut se permettre certaines choses, etc. Mais en fait elle porte aussi, et ça c'est un des seuls moments où elle va porter son regard vers le futur et l'avenir, c'est sur les générations futures, sur les filles qui vont venir après elle, et elle espère que ça sera toujours mieux. Et en fait tous les personnages féminins vont quand même assez souvent parler D'une évolution en fait. d'une évolution, par exemple que ça soit Salomé dans sa passation de son savoir à Nouria, en lui disant voilà moi je fais ça, moi je joue de mes charmes, j'ai pris les armes et c'est moi maintenant qui donne les règles. Elle a un espoir que Nouria prenne ça en compte, qu'elle s'affranchisse du coup des codes pour à son tour vivre sa vie pleinement. Et Nouria c'est un peu ce qu'elle pense indirectement, elle pense aux générations futures, et aux générations futures c'est vous les filles qui sont en train d'écouter ce podcast. Du coup voilà, donc là on a un peu fini sur tout ce qui est socialisation, etc. Mais on va évoquer un dernier point qui va nous permettre de passer à notre deuxième grande partie. C'est la relation qu'entretiennent donc le personnage d'Abel et le personnage de Nouria. Donc Abel, lui, si on avait un petit post-it pour le décrire, c'est un peu l'homme parfait. L'homme Quoi. idéal, ouais. L'homme idéal, mais c'est surtout le compagnon de route de Nouria. Sur ma route, en gros, elle a un compagnon. Et donc, lui, il va être tout le temps présent dans toutes les interventions qu'on a pu évoquer, donc Garcin, la discussion avec sa tante, la discussion avec Salomé, etc. Et à un moment donné, juste après qu'ils viennent de rencontrer Salomé pour la première fois, ils l'ont juste entreaperçu, elle est un peu rentrée en trombe. Il va parler de lui, ce qu'il fait dans la vie, c'est-à-dire qu'il est ébéniste. Et en fait, donc, il va parler de la matière, du bois, et aussi il va parler de l'eau. Il va parler en fait des matières vivantes. Et il va demander à Nouria, donc est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre tes mains dans l'eau? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, par exemple, toucher les rainures du bois, etc. Et en fait, il va expliquer que lui, ça le passionne de voir que c'est des matières que l'homme a sans cesse essayé de maîtriser, de conformer. Donc que ça soit, par exemple, l'eau dans les tuyaux de canalisation, ou le bois, par exemple, dans une table basse. Et il dit qu'il y a un petit air jouissif à sentir encore sur une table basse justement les rainures du bois, à sentir la matière vivante encore une fois. Et en fait, même si lui
en vrai on sait pas vraiment. Mais on suppose que là pour le coup il est vraiment dans une explication descriptive, enfin juste qu'il est en train de parler de, son sa métier, vie, en de fait. son métier et de ce qu'il ressent. Mais si on lit le passage dans le contexte qui est la découverte donc, de la femme, de la socialisation de sa mère par Nouria, etc., on peut faire un peu un lien, un parallèle, une métaphore, et penser qu'en fait cette matière vivante qui est sans cesse domptée, enfin non, que l'homme veut sans cesse dompter, mais qui n'y arrive pas toujours, c'est les femmes en fait. C'est que les femmes vont chercher tout le temps à être libres, à s'émanciper du regard masculin, etc., mais les hommes, avec leurs gros tuyaux, vont chercher à contenir l'eau, à contenir le bois, à le tailler, à le sculpter pour en faire quelque chose soit qu'ils peuvent user, soit qu'ils peuvent contempler. Et donc voilà, donc ça c'est très intéressant de se dire que le personnage de Abel permet d'apporter une réflexion, donc là de manière un peu... Sous-jacente, hein. Clairement on a lu entre les lignes. On a lu entre les lignes, mais ici on est là pour aller un peu plus loin, pour Voilà. aller creuser, on prend notre pelle et notre seau et on y va. Mais le personnage de Abel, comme on l'a dit, c'est quand même un chic type, c'est un peu le mec idéal, et en vrai il va avoir des réflexions qui sont hyper intéressantes, et il va surtout nous amener à parler de la différence entre le désir intellectuel et le désir physique que Nouria et Abel vont partager. Et on va d'abord évoquer le passé, notamment sexuel de Nouria, et avec une espèce de figure de son ex ou de ses ex, de ses ex qui reviennent tout au long du livre et qui va poser les bases de son rapport aux relations intimes. Et elle va dire, donc Joséphine Tassi dans un des poèmes qui... Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais l'écriture elle est très particulière aussi. Il y a beaucoup de... C'est entre roman et poème en fait. Ouais, c'est... Et toutes les sensations qu'on n'arrive pas à décrire par en les prose, mots, ouais. enfin toutes les sensations et les émotions de Nouria que l'autrice n'arrive pas à écrire en prose, elle va essayer de les écrire en vers. Et donc elle nous dit: quand il a fini, je m'interroge, les bons jours moi aussi j'ai joui, pourquoi je lui ai fait l'amour, je ne sais jamais et je m'absous d'un innocent, je n'ai pas fait exprès. Donc là, on revient au je n'ai pas fait exprès, donc le mécanisme qu'elle avait mis en place pour expliquer le comportement de Garcin. Je n'ai pas fait exprès, donc c'est pas ma faute, donc j'ai pas en fait à plus pousser la réflexion plus Voilà, loin que ça. Et quand même, on a quand même une quête de sens. Oui. En fait, Elle se demande pourquoi. Elle se demande pourquoi elle fait ça au final. C'est le premier poème, en fait Je crois que c'est la 3 ou 4e page du livre. C'est le premier poème. On rentre direct dans le dur en fait. Voilà, en gros. Et elle se demande pourquoi elle fait l'amour en fait. Et aussi, anecdote un peu drôle quand même, elle dit qu'elle préfère un bon plat de pâtes à l'amour. Voilà. Je ne regrette jamais vraiment, seulement je me dis parfois qu'un bon plat de pâtes m'aurait donné plus de plaisir. Voilà, et ça c'est assez drôle quand même. Et dans un deuxième extrait, donc toujours dans un poème, Abel sonne son écho à mes oreilles, provoqué, rigolé, qui sait. Le mot d'Abel échoue. Sexe, sexe, sec fond dans mon tympan. Sexe riant. Peut-être frigide, non je ne pense pas. Mon ex résumait sobrement nos ébats, et Nouria cuina. Meuf, par contre, c'est pas une pâte à... C'est pas quoi? C'est pas une pasta juste cru. Et Nouria cuina. Et Nouria est cuite. Donc voilà, donc... Quina. Quina. Eh ben c'est pas grave. Queen. Bon, en tout cas, Et on la vous incite queen. à aller lire le livre parce que on n'est pas oratrice, on l'aimerait mais on n'est pas. Non, on l'est pas du tout là. Donc si vous avez du mal à comprendre les passages, on vous incite vraiment à lire le livre. D'ailleurs, le livre est à la BSN. Donc en fait, les extraits, les 2 petits extraits lus par Margot de manière génialissime, nous permettent donc un peu de poser les bases, l'arrière-plan et le décor de la relation de Nouria aux relations intimes. Et aussi, donc ça c'est, donc on l'a dit, les extraits sont situés plutôt au début du livre. Et au début du livre, ce qui se passe aussi, c'est la rencontre d'Abel et Nouria qui se passe donc en boîte de nuit. Je crois qu'il passait la musique Petit Génie à ce moment-là, il me semble. Et donc, on nous dit qu'ils étaient en boîte de nuit, qu'ils ont dansé. Et donc, il y a quand même déjà, en fait, dès le début, ça va être un rapport de corps entre les deux. Même si c'est un peu, qu'ils étaient désinhibés par l'alcool, etc., il y a déjà, en fait, une attirance corporelle. Le premier contact, donc, c'est par le corps. Et en fait, là, on peut évoquer un peu ce qu'on appelle traditionnellement le jeu de séduction. Donc, c'est-à-dire que les 2 personnages vont rentrer non pas dans une dynamique de
de connaissance de l'autre, ils vont pas chercher à s'appréhender et à être égaux, mais ils rentrent un peu comme des pions qui vont chercher tout simplement le rapprochement physique et la finalité, ça serait Et du le coup un sexe. rapport. Sauf que du coup, ça ne va pas se passer puisque même s'ils se sont embrassés langoureusement en boîte de nuit, quand ils rentrent, du coup, chacun dort de son côté. Et en fait... Chez Nouria. Chez Nouria. Ils dorment chez Nouria tous les deux, mais lui sur le canapé, as he should, et elle dans son gros lit king size. Et en fait, les deux personnages, donc on l'a dit, Abel va suivre donc Nouria dans les 2 jours qui vont suivre, et pendant ces 2 jours, il y a donc ce jeu en fait de séduction qui va peu à peu s'effacer pour en fait laisser place à juste une rencontre entre 2 personnes en enlevant toutes les caractéristiques qu'on va affilier normalement aux étapes d'une relation amoureuse parce que c'est dans un contexte très précis qui est en fait la quête de sens de Nouria par rapport à la mort de sa mère. Et du coup, en fait, comme on a un sujet qui est hyper important, hyper un peu lourd, tu vois, à porter, Carrément. et bah en fait, ils vont s'abstraindre de toutes les formalités. C'est-à-dire que C'est ça. Nouria, dès les 10 premières minutes qu'elle va être avec Abel le matin, elle va pouvoir lui dire bah tu me fais chier, enfin limite, tu vois. Elle va pas du tout être dans un jeu de il faut que je lui plaise, qu'est-ce qu'il pense de moi, etc. Et lui non plus, Et lui non plus. En fait, lui va go with the flow en gros. et va être totalement. Il va juste la suivre et il va pas forcément se poser de questions, va pas être dans la représentation. Lui-même va pas forcément chercher à la séduire et quand il va faire des petits moves, genre un clin d'œil ou genre une petite blague, etc., ça va être vraiment naturel. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir en tout cas de la relation des 2 personnages, c'est qu'il y a quand même une évolution, en tout cas dans leur rapport, qui tend à s'éloigner des schémas d'un point de vue du coup intellectuel et d'un point de vue de la rencontre de 2 personnes et de 2 âmes. Par contre, pour ce qui est des relations corporelles, je vais laisser Margot du coup vous en dire un peu plus. En fait, pour ce qui est des relations corporelles, on a quand même, au tout début et au fil du temps, ça s'estompe, mais une reproduction du schéma imposé dont tu as parlé niveau intellectuel, mais là, physique, on a une scène où Abel ne veut pas avoir un rapport sexuel avec Nouria, et Nouria considère ça... en fait, je pense qu'elle se dit, il est là, c'est pour quelque chose. Voilà, c'est ça, ouais. Et lui, il va employer des mots, je vais dire quelques phrases. Attends, surtout, je me permets de te couper Vas-y. parce que juste aussi, lui, ce qui va... Enfin, en fait, elle considère qu'elle lui doit quelque chose parce que lui l'a Il accompagnée la toute la suit en journée. fait. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un peu un truc de genre don contre don et là, elle a l'impression Que c'est le moment en que fait. c'est le moment en fait parce qu'ils sont tous les deux dans leur appartement, enfin dans son appartement, que c'est la nuit, qu'il n'y a plus rien à faire. Et donc et lui, en fait, elle il- comprend mal les signaux et en fait alors que lui ne veut pas là en Lui, l'occurrence. là, il veut en absolument l'occurrence, il ne veut pas et il lui dit regarde-moi, lâche ça. C'est pas comme ça qu'on se touche, qu'on se regarde, qu'on se rencontre. Je ne peux pas faire l'amour en mode automatique. Et ce qui est hyper intéressant dans ce passage, c'est que on voit que Nouria en soi, elle a pas vraiment envie. Elle a l'impression d'avoir envie, Ouais. mais comme on a dit avant, c'est un peu la société qui oblige. Enfin, qui fait que pourquoi il resterait là sans rien faire alors que Voilà, exactement. de base il y avait quand même une attirance, c'est ce qu'on disait avant, il y avait quand même un jeu de séduction, donc elle se dit bah autant Ouais, là conclure. c'est un peu la suite logique des choses. Voilà. C'est qu'en fait, du coup, les 2 personnages sont dans une situation où, donc, en fait, déjà, bah, Abel il verbalise le fait qu'il veut pas. Clairement. Elle a pas vraiment conscience qu'elle veut pas, mais elle dit clairement qu'elle le fait de manière limite automatique, ses mains glissent, etc. Et donc là, il y a déjà une première approche qui, en fait, nous rappelle les schémas déjà qu'on impose aux Et femmes. les codes en fait. Les codes et aussi le rapport que Nouria a eu précédemment aux relations intimes où elle, en fait, dans tous les cas, c'était clairement du don parce qu'elle en retirait rien, elle retirait C'est pas ça. de plaisir. D'où le fait de se poser la question de pourquoi elle fait l'amour. Pourquoi elle aussi. fait l'amour. Et en fait, ça va nous amener plus loin dans le roman. Il y a plusieurs personnages qui vont évoquer une autre façon de se rencontrer, de faire rencontrer les corps, et en fait de se faire l'amour, en fait de se montrer notre amour par le corps. Et elle, Nouria, quand on va lui parler de ça, elle va ressentir justement ce désir de se rendre vers l'autre. Et en fait, ça va évoluer son rapport avec Abel parce que en le rencontrant du coup intellectuellement de manière déconstruite, ça va lui donner envie de le rencontrer physiquement, C'est ça. corporellement, d'une manière qui est assez équivoque en fait, à celle où leurs esprits peuvent se connecter. Là, ça serait une rencontre
des corps en symbiose, mais sans forcément tous les schèmes qu'on va avoir, donc que ça soit genre la pénétration, etc. Dans tout le livre, il y a elle évoque, enfin l'autrice évoque des passages sexuels, mais il n'y a pas pénétration, Voilà, et c'est un choix de sa part. C'est un choix de sa part, c'est-à-dire que en fait toutes les autres fois, après cette fois où du coup il y a une mésentente en fait entre les deux personnages qui vont du coup pas réussir à communiquer sur leurs désirs et leur envie, après leur rapport corporel, à chaque fois qu'ils vont se toucher, ça va être soit par exemple une main sur une épaule, un regard, ça peut être même juste marcher côte à côte, mais là dans ce cas-là on va avoir un rapport hyper sensoriel. Et aussi, à partir de la page 120, Nouria, elle va dire une formule qui est assez marquante, je trouve, c'est « il m'excite le cœur ». Donc déjà, juste le fait d'utiliser « exciter », c'est un truc, enfin c'est une expression qu'on relie souvent à un truc mécanique du corps, encore une fois. Exciter, c'est un peu genre chimiquement, un truc qui se passe, qui se passe dans le corps, mais là, le rapprocher au cœur, ça rapproche du coup justement à l'intellect, au sentiment qu'elle peut ressentir pour Abel, et donc ça nous permet de lancer en fait une réflexion sur la différence entre ce que notre cœur peut ressentir, ce que notre corps peut ressentir. Et moi j'aimerais bien évoquer justement l'importance de l'écoute du corps. Alors bon, je vais pas faire le truc un peu développement personnel, ça, lisez du Lise Bourbeau, écoute ton corps, ça va être très suffisant, mais j'aimerais bien parler du fait que dans les relations sexuelles, j'ai l'impression qu'on intellectualise beaucoup, et aussi dans notre génération, hein, clairement, on fait attention à comment l'autre nous voit, alors que de base, la relation sexuelle, c'est quand même la symbiose entre deux corps, enfin, dans ce qu'on imagine, dans le mythe un peu de la relation sexuelle, tu vois ce que je veux dire. Et c'est une symbiose, un truc qui se fait un peu par instinct. Et je pense que lors d'une question, si on peut aborder le consentement par exemple, ça serait pertinent de se poser la question, même quand on est en couple avec une personne, et que donc bon, on se doit des choses, etc., que ça serait normal d'avoir envie, normal d'être excité, normal d'avoir du désir entre l'autre personne, toujours se demander et écouter son corps de est-ce que là je suis excitée par lui, est-ce que là je le désire, est-ce que mon corps m'envoie des signaux pour me dire vas-y go girl, ça va bien se passer, on y va, on a envie. En fait l'esprit pour moi au vu de la socialisation et des déterminismes qu'on a, se pose la question de ce que notre non va faire sur l'autre, alors que lui, le corps, il va pas se poser la question de oh non, Gérard, je n'ai pas envie de faire l'amour avec toi, mais ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, tu vois. Et en fait, je pense que de réécouter son corps, être dans l'écoute de vraiment les signaux que t'envoie ton corps, ça peut être hyper pertinent, même dans le consentement, dans une vie de couple par exemple, quoi. Voilà, exactement. Et c'est l'occasion pour du coup toutes les femmes, mais aussi enfin pour toutes les femmes et tous les hommes en fait, parce que là c'est oui, mais clairement toutes les hommes carrément. Mais c'est aussi donc dans le roman l'occasion pour Nouria de se réapproprier ce corps dont elle s'était sentie aliénée justement à la puberté, comme on a pu évoquer, et en fait de se rendre compte que ce corps peut aimer l'autre, mais différemment de ce que les schémas habituels lui auraient donné comme perspective. Et donc en fait ça va avec le fait de se questionner en couple, le fait de se questionner dans n'importe quelle relation, que ce soit un coup d'un soir ou en général quelque chose qui est du quotidien, etc. L'autrice va aussi nous rappeler l'importance d'une bonne communication, parce qu'en fait l'intellect, comme on dit, si c'est laisser le corps parler, c'est quand même compliqué, parce qu'en fait le corps ça va être parfois obstrué par l'intellect, etc. Par exemple, parfois on dit que quand on a des sentiments, on va chercher à donner des choses alors qu'on les veut pas vraiment, que notre corps va mal réagir, etc. Et en fait, une bonne communication, c'est ce qui va nous permettre de mettre sur une ligne d'équité notre corps et notre esprit, que les deux soient en fait en phase, et qu'ils soient en mode toi tu veux, moi je veux, nous voulons. C'est ça. En fait, Victoria Beckham. En fait, écouter son corps, oui. Écouter l'autre aussi, en fait. Écouter le corps de l'autre aussi. Voilà. En fait, écouter son corps, c'est un travail qu'on fait sur soi-même. Et après, il y a la communication de qu'est-ce que je veux pas, qui est aussi importante. Du coup, ça, c'est quelque chose qui est hyper prégnant dans le personnage de Abel, puisque on l'a dit, c'est en fait... Pourquoi c'est l'homme parfait, ce mec ? C'est l'homme parfait parce qu'il sait fermer sa bouche quand il faut, mais il sait, à l'inverse, communiquer sur ses sentiments, communiquer sur ce qu'il ressent. Quand il voit qu'il y a une gêne,
il va pas hésiter à dire bon gars, t'es bizarre, T'es là, chiante. qu'est-ce qui se passe, t'es chiante, mais pas t'es chiante, tu vois, t'es hystérique. Oui, Juste, voilà. t'es chiante parce que je sais que tu t'as envie qu'on communique, mais t'arrives pas. Et donc en fait, c'est pour ça que le personnage d'Abel, enfin, vous nous direz ce que vous en pensez quand vous aurez lu le livre, mais c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que sa présence, elle est apaisante parce qu'il rajoute pas quelque chose, une charge, des emmerdes, des embrouilles. En fait, c'est que du positif en plus. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, il apporte que du positif parce qu'il est à fond dans la communication et il verbalise beaucoup. En fait, il verbalise beaucoup ce qu'il ressent, ce qu'il aimerait que Nouria lui verbalise aussi. Et donc ça, c'est hyper Sans lui important. mettre une pression. Sans lui mettre de pression, voilà. ouais, bien sûr. Abel, c'est un élément majeur déclencheur d'une prise de conscience, puisqu'il permet d'apporter une perspective extérieure. Et donc là, dans le roman, en l'occurrence, c'est Abel. Mais ça nous montre aussi que la communication et le rapport entre les deux personnes peut nous permettre de nous réévaluer, de réévaluer l'autre. Et que du coup, en fait, c'est une situation d'échange. Il faut jamais que ça soit que un don ou C'est que ça. recevoir. Et il faut toujours que ça soit dans les deux sens. Donc ça, cette réflexion, ça va venir clôturer notre deuxième partie. Et on va enfin, pour les gens qui commençaient un peu à s'impatienter, pouvoir passer à notre dernière partie qui va traiter la notion de l'indésir. Là, on met une petite musique en mode Chica chica vampira, chica chica vampira. I was born to boogie. Après ce petit interlude, on espère qu'il vous a beaucoup plu, nous nous retrouvons pour la partie sur l'indésir. Donc l'indésir, si vous avez bien suivi, C'est quoi? c'est quoi? Petit quiz. L'indésir, c'est le titre du roman, une chanson de Beyoncé ou une nouvelle couleur. Et également un feat avec Big Flo et Oli. Un De feat. Beyoncé. Ah ouais. Réédité, oui. Réédité, version de luxe. Donc vous l'aurez compris, c'était le titre du roman. Merci à tous pour votre intervention. Donc c'est un mot qui est assez rare. L'indésir, personnellement je n'avais jamais utilisé ce Moi non mot. plus. Et c'est aussi je pense pour ça que le livre au début je me suis dit elle Chelou. écrit un roman mais elle sait pas parler la France quoi. Enfin n'importe quoi. Et en fait l'indésir, c'est un mot qui n'est pas défini dans le Dico, dans le Larousse. Comme si comme Luther tous vos mots sont dans le Larousse, Oh vous êtes des gens bien. Donc l'indésir, c'est on pourrait supposer qu'avec le préfixe ça soit le contraire de désirer. Sauf que ça, hop, attention les cocos, ça serait la désir. Parce que la désir, ça serait le contraire de désirer, donc c'est-à-dire que de ne pas désirer l'autre. Parce que le désir, souvent, c'est vers quelque chose, un élan vers l'autre. Donc là, en l'occurrence, une personne physique, mais ça peut être un désir Un meuble. envers un meuble, un objet. Ça peut être on désir. parlait d'un ébéniste. Voilà, on parlait de l'ébéniste, bah chacun son chacun. Mais là, l'indésir, en fait, c'est le fait donc de... Et ben c'est justement un retour du désir Voilà, exactement. lorsqu'il ne trouve pas d'objet ou de personne à désirer. Donc, en gros, ça serait un mouvement qui serait contraire à celui du désir. Donc, comme tu l'as dit, le désir, c'est vers quelqu'un. Et au lieu de nous amener ailleurs, il nous amène en nous-mêmes. L'autrice dit d'ailleurs qu'il y a plein de rapports possibles entre les gens, le sentiment amoureux, le lien, les relations, mais si on voulait simplifier, elle dit « Toute relation est une combinaison de désirs qui se croisent ». Et donc en fait, en gros, le titre du roman et le but, en fait, la quête de Nouria, ça va nous amener à en fait réfléchir à une tension qui se passe qu'il y a entre un intérieur et un extérieur, et en fait une confusion qui se fait par rapport à justement ce mouvement vers l'autre, ce mouvement vers soi, et qu'est-ce qu'on fait du désir quand il ne trouve personne à désirer, en gros. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça permet aussi de revenir sur la notion de la passivité de Nouria. Parce qu'en fait, l'indésir, on pourrait du coup aussi le prendre comme, tu dis, un endroit d'équilibre entre l'extérieur, C'est ça. l'intérieur, etc. Et là, il se trouve qu'en fait, on a l'impression que Nouria n'a pas d'intérieur. Qu'en Ouais. fait, elle ne vit que les événements de l'extérieur, mais sans les incorporer à l'intérieur. Qu'il n'y a pas de réflexion intérieure, ce qui est hyper paradoxal, parce que le roman est dicté par sa vie intérieure. Enfin, parce que le roman, on passe notre temps dans sa tête, mais on a l'impression que dans sa tête, il n'y a rien, quoi. Et c'est pour ça qu'on pourrait rapprocher le roman, et je sais pas si vous auriez... Pour les fait- boutus et pour- les férus de littérature, vous à avez à peut-être l'étranger. capté la référence à l'étranger qui est donc déjà
prégnante et marquante dans le thème, donc c'est-à-dire de la passivité, etc. Mais surtout si voilà, on vous fait une petite friandise, un petit cadeau comme ça, le premier chapitre, Nouria apprend donc la mort de sa mère. Et ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu mes vêtements éparpillés au bout de mon lit. La fenêtre où hier le téléphone a sonné, c'était en pleine nuit. Je regardais les lampadaires et je ne les voyais pas. J'étais nue, mais les voisins ne le savaient pas. J'avais éteint la lumière. J'avais la peau chaude et moite d'avoir dansé. J'ai répondu au téléphone et Jeanne m'a dit « Maman est morte ». Donc Là, clairement, il y a une grosse référence référentielle. grosse référence, mais Joséphine Tassi précise qu'elle n'a pas eu conscience De le faire en écrivant le roman, Voilà. mais qu'après, avec le recul, elle est totalement consciente que ça peut aussi, que ça soit par justement ce petit clin d'œil donc de quelques phrases au début du roman, ou par le caractère de Nouria qui est très passif, sauf que là, il faut préciser préciser que quand même, c'est pas du tout le même traitement. Déjà dans la façon d'écrire, parce que Camus, je pense que vous avez tous passé votre bac de français ici, mais donc Camus, l'écriture blanche, etc., ça c'est quand même quelque chose. En fait, la psychologie du personnage va se répercuter sur la forme du roman, alors que là, la forme... Clairement pas. Et surtout que la différence majeure avec l'étranger, et ça c'est Joséphine Tassi qui l'explique, c'est que l'étranger, il n'a pas de vie intérieure. Mais premier degré, pas de vie. Que la violence de l'extérieur... Enfin, en fait, on aborde ce que la violence de l'extérieur fait à son intérieur, et en fait, ça ne fait rien, parce qu'il il est vide, Voilà. clairement. Sauf que Nouria, elle, Voilà. justement... On a l'impression au début du roman que c'est un peu le même fonctionnement, mais pas du tout. En fait, elle court après son intériorité, elle essaye de peupler son intérieur, c'est une phrase que Joséphine Tassi dit dans une interview, et c'est le propre de tout le roman, de cette quête, en fait, en courant après la vie de sa mère, en courant après sa relation avec Abel, en fait, elle court après sa vie à elle et son intérieur propre. Intérieur, pour justement retrouver ce qui peut lui donner du désir, mais pas du désir de l'autre, du désir juste de la vie, du désir en général. Et du bonheur. Et du bonheur. Que du bonheur. Donc pour conclure, enfin, yeah, bravo. On arrive à la fin. Vous avez votre tenu ceinture parce qu'il reste un dernier looping. Parce qu'on voudrait que du coup, bah oui, carrément. Bon, ça sera une petite notification, mais c'est une notification pour vous rappeler de revenir au prochain épisode. Et c'était pour vous dire qu'on aimerait bien que ce podcast, ça soit un peu une porte d'entrée vers d'autres produits culturels, étendre un petit peu le sujet vers d'autres choses qu'on a pu voir. Donc notamment le film Anora, donc je sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais en fait c'est donc la Palme d'Or 2024 de Sean Baker, et qui du coup va raconter la vie d'une travailleuse du sexe qui va rencontrer un milliardaire qui va lui faire miroiter une vie un peu idéale, qui va l'épouser en l'occurrence, et au final ça va être la désillusion totale. Et il y a une scène très particulière dans ce film, donc on va pas du tout spoiler, mais juste à la fin il y a une scène justement d'un rapport sexuel entre Anora, qui est du coup travailleuse du sexe et qui a été socialisée à avoir des rapports automatiques avec quelqu'un. Et objectifiée dans une... Oui, totalement dans un rapport où la femme va être du coup l'objet de désir de l'homme, et donc où son désir ne se pose pas en fait, enfin où la question de son désir à elle ne se pose pas. Et là il va s'avérer qu'elle va en fait déjà de 1 être dans une condition où elle est face à quelqu'un avec qui elle a une connexion intellectuelle très forte, mais et face à une action que cette personne va faire qui en fait est un geste gentil envers elle, un don, elle va avoir l'impression qu'elle lui doit quelque chose en retour, et elle va du coup lui rendre par le corps, par un début d'acte sexuel, sauf que lui déjà on sait pas si vraiment il attendait ça. La scène est très floue, mais ça permet justement, en fait, le fait qu'elle soit floue, ça apporte pas vraiment de réponse, mais ça offre une piste de réflexion sur le fait de est-ce qu'on doit donner quand on a reçu, est-ce qu'on doit donner de cette manière, et est-ce que, en fait, la connexion intellectuelle qu'ils ont, qui fait que en fait, toutes les personnes ont shippé ces deux personnages et ont trouvé qu'ils allaient très très bien ensemble, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent aller ensemble physiquement, est-ce que ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir une connexion physique, etc. Et donc ça, c'est des thèmes qui sont aussi abordés tout au long du film, donc on vous invite vraiment à aller le voir. On aimerait aussi vous parler donc d'une vidéo
qu'on vous conseille qui dure, je sais pas, 3 minutes, non? Un truc comme Ouais, ça. vraiment. C'est Vraiment 4 très minutes, court. La prochaine fois, au lieu d'aller regarder TikTok aux toilettes, vous regardez ça. Voilà, exactement. Et qui s'intitule Pas ce soir chérie et qui s'inscrit dans une série qui s'appelle Libre sur la chaîne, Court-métrage d'Arte. voilà, et qui explore le concept de devoir conjugal et qui fait écho à ce qu'on a dit aussi dans le podcast par rapport au consentement, par rapport à se poser la question d'est-ce qu'on a envie, Est-ce est-ce qu'on doit doit. toujours, même si on est dans une relation, etc. Du coup, voilà. Et bah, On merci espère que beaucoup. ça vous a plu surtout. On se Bravo, serre la main madame. là. On est en train de se serrer la main et puis on vous serre la patte et puis à bientôt. On vous fait des gros bisous. I was born to boogie, yeah. C'est la fin du podcast. Merci d'avoir écouté.